Donc, dans la conférence d'aujourd'hui, on va commencer avec le premier sujet qui est les institutions publiques et l'entrepreneuriat culturel, donc plutôt du côté privé. Donc, je vous demande déjà d'excuser M. Mathieu Pardy qui a eu un empêchement et qui n'a pas pu se rendre aujourd'hui à cette conférence. Donc, on va démarrer avec Jocelyne Daré, la directrice de l'action et des politiques culturelles de la communauté d'agglomération Cap Excellence. Je suis directrice des actions et des politiques culturelles à Cap Excellence. Pourquoi on a mis en place cette conférence sur l'entrepreneuriat culturel? L'idée était de dire aussi qu'il fallait décloisonner un peu l'image qu'on se fait des cultures urbaines, parce que derrière, il y a tout un secteur marchand et économique, puisque nous avons des artistes, des organisateurs de spectacles, les scènes parfois, on aura une intervention sur le sujet tout à l'heure. Et la question qui se posait lorsqu'on s'est mis, notamment avec la GIC, à réfléchir sur l'opportunité de se mettre ensemble pour pouvoir faire un événement commun, c'était de voir aussi comment on pouvait aider les acteurs des cultures urbaines en Guadeloupe à pouvoir se développer, pas simplement artistiquement ou professionnellement, par exemple grâce à la formation. Vous avez dans le Free Pop Project entre le 1er et le 10 juillet des stages de danse avec de nombreux professionnels. J'en ai vu quelques-uns, notamment Papillon, que je ne vois pas, elle, voilà, qui ont mis en place des stages parce que les cultures urbaines, au même titre que n'importe quel autre secteur artistique, secteur qui plus est pluridisciplinaire, il est important qu'on puisse l'appréhender dans tous ces aspects. Donc, aspect formation, notamment entre le 1er et le 3 juillet, avec des stages en dancehall, hip-hop, mais aussi breakdance et voilà. Des conférences dansées, des masters avec les gamals, la conférence qui suivra tout à l'heure, un peu moins de 20-30 minutes, et de pouvoir aussi parler de l'économie qui se cache derrière. C'est une économie qui est la même pour tout le secteur artistique en Guadeloupe, c'est-à-dire qu'il nous manque certains éléments qui permettent de développer, de structurer une réelle économie autour des cultures urbaines. On a les talents, on a les artistes en danse, en musique et autres secteurs type secteur graphique, mais on n'a pas de dynamique parce que cette culture n'est pas prise en compte par les collectivités. Alors, vous direz, si on en parle nous aujourd'hui, c'est comme on essaye de les prendre en compte, mais l'idée c'était d'attirer un peu l'attention sur le fait que c'est un secteur qui est extrêmement vivace en matière de proposition et d'expression artistique. Il faut quand même rappeler que la culture hip-hop est venue changer tous les codes de l'époque, depuis les codes graphiques jusqu'aux codes esthétiques, musicaux et j'en passe, que maintenant cette culture a totalement imprégné toutes les sphères de l'économie. Par exemple, on n'imagine pas un spectacle sans des danseurs hip-hop. On n'imagine pas une publicité qui n'intègre pas, son moindre part, dans une part plus ou moins grande, soit des esthétiques hip-hop, soit par la culture, soit par l'écriture. Donc voilà. Sauf qu'en Guadeloupe, ce secteur n'est pas encore pris en compte par les institutions comme étant un secteur patent, un secteur sérieux, entre guillemets, et mobilisant une population relativement importante. Pour l'instant, les collectivités appréhendent un peu mieux les secteurs, je dirais, des quadras et des quinquars et des au-dessus. Voilà. La culture urbaine n'est pas faite que de jeunes de 15 ans, mais si on veut que cette esthétique soit prise en compte par les collectivités, ben, il faut mettre en place ce type d'intervention pour leur dire attention, c'est un sujet sérieux. La preuve, c'est qu'on en fait des conférences. Il y avait également un aspect dans l'entrepreneuriat culturel qui est qu'il faut qu'on puisse mettre en place, j'en profite pour saluer
deux personnes qui sont dans la salle et qui sont très discrètes, et notamment Gilda Confier, qui est directrice adjointe de la culture au conseil régional, et Dominique Bernard, qui est responsable du pôle régional Art et Spectacle. C'est tout le volet formation institutionnalisée qu'on peut mettre en place. Pour l'instant, il y a des initiatives comme Transcendance, pour ne pas les citer, et bien d'autres, certains centres culturels ou certaines communes qui mettent en place des ateliers de danse, plus rarement de musique. Le graphe est un peu instrumentalisé comme étant le truc qu'on fait quand on ne sait pas quoi faire d'autre avec les enfants. Tout ça, ça commence à entrer dans une structuration un peu plus pérenne et un peu plus sérieuse. Donc voilà, c'était un petit peu le sens de mon intervention. Alors, on est vraiment dans l'esprit hip-hop. Vous avez vu le freestyle est présent. Et donc, aujourd'hui, on va aussi, je demandais à Mme Darid de nous faire un point sur la situation entre les relations entre les porteurs de projets dans l'entrepreneuriat culturel qui proposent des projets aux collectivités dont on a parlé et quelle est vraiment la nature de la relation entre ces porteurs-là et les collectivités, comment ça évolue et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que cette relation soit améliorée. Voilà. D'abord, c'est valable pour ce secteur comme pour tous, on est au cas par cas. Si un danseur, un chorégraphe veut faire une création, il se retrouve devant le grand vide qui est que les collectivités prennent très peu en compte, et quand je dis collectivités publiques, territoriales, prennent très peu en compte la création en général. Mais c'est encore plus difficile sur ces esthétiques. Donc ça demande souvent un parcours qui fait que, au bout d'un moment, on se rend compte que vous existez dans le paysage et sur la base d'un dossier, on va essayer de vous accompagner. Mais c'est valable pour les cultures urbaines comme pour tous les secteurs artistiques de la Guadeloupe. Ensuite, sur les relations, hélas, c'est pour ça que j'appelle à ce que ce secteur se structure et qu'il y ait de plus en plus de va-et-vient entre, je dirais, les acteurs de la culture urbaine et les institutions, parce que nous sommes quand même assez réceptifs. J'ai 55 ans, à l'époque, voilà, maintenant, c'était la culture de référence. Donc, les décisionnaires aujourd'hui, qui ont le même âge que moi, ou qui sont un peu plus jeunes ou un peu plus âgés, ils ne sont pas étrangers à cette culture. Là où ça souffre beaucoup, c'est sur la nature des projets, sur la qualité des projets et sur le formalisme des projets. Donc je vais faire un truc très très rapide pour expliquer un petit peu comment ça marche. Les collectivités ne financent que des choses qui relèvent de l'intérêt général. La difficulté pour les acteurs des cultures urbaines, c'est qu'il a, par exemple, vous avez une création qui vous est personnelle parce que vous êtes un artiste, et que il va falloir prouver aux collectivités publiques que votre projet relève de l'intérêt général. C'est là que rentre en compte l'histoire des politiques culturelles. C'est pour ça qu'il y a une direction des politiques culturelles. Lorsque vous, par exemple, mettez en place une création artistique, en danse par exemple, vous allez mobiliser de l'emploi culturel, parce qu'il va falloir rémunérer les danseurs. Ça, c'est un élément de l'intérêt général. Vous allez peut-être, grâce à votre création, favoriser le développement de compétences. Ça aussi, c'est une politique culturelle. Vous allez aussi ouvrir le champ des modes d'expression. Ça aussi, le fait d'accompagner le développement de la création est une politique culturelle. En gros, il faut toujours nous donner des billes, nous expliquer en quoi votre projet a un intérêt, pas simplement pour vous, mais un intérêt pour tous. C'est ça. Et non pas que la subvention, il n'y a aucune obligation pour les subventions, je mets tout de suite tranquille, la subvention est une libéralité. Ça veut dire qu'on n'a aucune obligation, même si c'est le plus beau projet du monde, de vous donner une subvention. Il y a aussi que le secteur, une fois que j'ai passé des conditions un peu à remplir, après il faut nous faire un beau dossier avec des images, parce que je suis désolée, mais je comprends mieux comme ça, et rencontrer les gens.
il faut venir nous rencontrer. Nous ne sommes pas des tiroirs caisses. Nous, je parle sous votre couvert, nous ce qu'on aime c'est discuter avec les artistes, que vous nous disiez en quoi votre création elle apporte quelque chose, une plus-value sur le territoire. Voilà. Donc allez rencontrer le conseil régional, le département, la DAC, la direction des affaires culturelles de Guadeloupe, les collectivités en fonction du lieu d'où vous êtes ou du lieu où se fera la création. Allez rencontrer les responsables d'équipement. Souvent, les beaux projets artistiques viennent d'une rencontre entre deux personnes. Et ça se passe à deux. Et c'est pas forcément un président de communauté d'agglo qui de toute façon vous dira oui. Je m'excuse. Il vous dira oui parce qu'il ne vous dira pas non, il n'est pas suicidaire, il va vous dire oui. Sauf qu'il n'y a aucune décision politique qui ne soit pas entérinée par un acte administratif. Donner une subvention, c'est engager de l'argent public, donc il y a un acte administratif. Donc c'est bien d'aller voir les élus. Il va vous taper dans le dos, vous allez lui taper dans le dos, mais allez voir les administratifs, parce que maintenant, en Guadeloupe, on peut considérer qu'il y a un certain nombre de responsables institutionnels qui sont au niveau et qui peuvent vous apporter des éléments pour vous permettre de vous développer, soit en tant que créateur, soit en tant qu'entrepreneur, parce qu'on pense souvent à la création artistique, mais il faut aussi des managers, des bookers, des personnes qui vont monter les dossiers, qui savent faire des budgets, qui ont un peu d'ingénierie financière. C'est tout ça qui fait un projet artistique. Après, le public, ce qu'il va voir, ce sera le meilleur si tout ce truc-là a été fait en amont. Donc, n'hésitez pas. Est-ce que je réponds à la question? Et il y a quelque chose que tu as dit qui m'a interpellé, je pense que c'est bien, c'est au niveau de la relation. Tu as parlé de financement, et du coup, je trouve que c'est intéressant de voir la différence qu'on peut faire entre un partenariat et simplement voilà, une demande de fonds. Dans ce que tu as dit, ce que j'ai compris en fait, c'est que la relation, il faut aller voir les gens, donc il faut vraiment construire quelque chose d'humain et réfléchir avec les institutions comme des partenaires pour mener à bien des projets avec eux, plutôt que de s'imaginer qu'il y a un transfert d'argent et que ça s'arrête là. Donc je sais qu'on a des artistes dans la salle avec les gamins qui vont intervenir tout à l'heure, et puis d'autres aussi que je connais ou pas. Donc s'il y en a parmi vous qui ont déjà eu recours à des relations avec les collectivités ou quelle que soit l'institution pour faire évoluer leur projet, ce serait intéressant de faire partager l'expérience. Nous avons des institutionnels qui sont à des postes de direction parmi nous. Donc je trouve que c'est un bon moment si vous voulez savoir quelque chose pour prendre la parole. Oui. En fait, parlons deux secondes de financement. Vous avez les partenariats, comme le disait Michael Issa, les partenariats. C'est un deal gagnant-gagnant. Vous me donnez une chaise et je vous donne en échange, je ne sais pas, un t-shirt. Ça, c'est du deal, c'est commercial. Il y a la subvention, qui est donc une libéralité, mais si elle rentre dans les critères, ça permet de dire un peu qui fait quoi rapidement sur le territoire. Si ça rentre dans les critères de chaque institution, et que vous vendez bien votre histoire, voilà, vous avez des chances d'être accompagné. Sachant que la région, je parle sous votre couvert, hein, vous hurlez si je dis des bêtises. Alors, la région va être beaucoup sur les questions du développement économique, de la formation, de la diffusion artistique, de la coopération régionale et de la formation. Va être également sur des choses du type l'éducation artistique, c'est-à-dire comment vous prenez un petit enfant de 4-5 ans ou 6 ans et comment vous l'accompagnez tout au long de la période où il est scolarisé pour devenir et qu'il puisse peut-être un jour prétendre entrer dans des filières de professionnalisation qui en Guadeloupe démarrent depuis la seconde. Quand même, il faut le dire. On fait des secondes, premières, terminales danse. Après, c'est le pôle régional art et spectacle qui va prendre le relais avec
la professionnalisation, je veux dire post-bac, avec notamment les diplômes d'État qui vous permettent d'être reconnu comme un professionnel de la pédagogie. Et la troisième source de financement, ce qui me permettra de laisser entendre qu'il y a une petite intervention après la mienne, qui est le mécénat, qui n'est pas la même logique que le sponsoring. Un mécène, c'est quelqu'un qui a compris votre projet. Comme il a compris votre projet, il va vous donner une somme d'argent, ou un service, ou du matériel, qui ne peut pas avoir une valeur supérieure à 25% de ce que vaut votre proposition, on va dire. Et en contrepartie, il aura des avantages fiscaux. Je vais prendre l'exemple de l'art plastique parce qu'il est très simple. Quand vous achetez une toile à un plasticien, ou un photographe, artiste, professionnel, vous allez la payer par exemple 1000 €. Sur les 1000 €, vous aurez en tant que mécène particulier, parce que c'est juste moi qui parle, vous aurez un avantage fiscal de 66% de la valeur de votre don, et qui s'enlève non pas de l'assiette de vos impôts, mais qui va s'enlever du montant que vous avez acquitté. Donc voilà, le mécénat, aller chercher des mécènes, arriver à créer une relation avec des financeurs potentiels, c'est une autre démarche que la subvention, mais c'est très intéressant. On va profiter, Sonia Zmibel, est-ce que tu peux nous rejoindre pour nous parler du mécénat? D'artiste All Mécène. Je vous ai, je pense à peu près à tous, donné un petit flyer sur All Mécène qui résume bien tout, mais je vais vous en parler un peu plus aujourd'hui. Alors, et justement, Jocelyne a parlé de mécénat juste avant, et ça peut paraître être quelque chose d'assez compliqué. Et ce qu'on veut chez All Mécène, en fait, c'est rendre le mécénat et faire un don à un artiste très simple et très accessible à tous. Alors, All Mécène, c'est parti d'un constat, c'est que aujourd'hui, vous et moi, on a un accès direct à la culture, on a les réseaux sociaux, on a des vidéos autant qu'on veut, on a un accès direct et gratuit à la culture et aux arts qui est merveilleux, qui crée plein d'avantages pour découvrir des artistes, mais qui a aussi ses inconvénients. Notamment que ça crée une grande concurrence pour attirer l'attention du public, que souvent les artistes vont pouvoir générer des revenus, mais qui vont être en millions de vues ou en millions d'écoutes et qui vont dépendre de publicités, qui vont être ciblées sur leur contenu. Ça va aussi créer des habitudes de surconsommation de l'art et de banalisation de l'art, et surtout de quantitatif au-delà du qualitatif, c'est-à-dire qu'on veut toujours montrer plus, faire plus de vidéos, faire plus de musique, avoir plus de retours tout le temps. Ça crée une espèce de machine un peu incontrôlable sur les arts et sur la culture, pour en tout cas la jeune génération, sur laquelle il faudrait reprendre un peu le contrôle justement. Alors, nous chez All Mécène, on s'est intéressé aux entrepreneurs culturels et à leurs besoins. Donc évidemment, les entrepreneurs culturels, ils vont avoir besoin de financement alternatif et de revenus adaptés à leurs activités. Parce qu'en fait, tous les artistes ne peuvent pas commencer avec 1 million de vues ou 1 milliard d'écoutes sur Spotify. Sauf que tous les artistes devraient avoir la chance de se faire connaître et d'être soutenus par le grand public. Également, parmi ceux dont les entrepreneurs culturels ont besoin, c'est aussi avoir de la visibilité, et avoir autant de visibilité que n'importe quel autre artiste, au même titre, et également pouvoir rencontrer des acteurs de milieux culturels, collaborer, échanger avec eux et découvrir des nouvelles compétences et des nouvelles manières de se faire connaître. Donc nous, chez All Mécène, on arrive à peu près à ce moment-là, au moment où il faut accompagner les artistes, donc de plusieurs manières. Tout d'abord, il faut savoir, comme vous voyez juste derrière moi, que All Mécène, c'est un site web, et plus précisément un réseau social, qui a pour vocation d'être dédié à l'art, et surtout au fait de faire vivre l'art. Donc de quelle manière? Comme le nom l'indique, il
ça s'appelle All Mécène, donc tout le monde peut être mécène, et nous c'est la solution qu'on propose justement pour les jeunes artistes et les jeunes entrepreneurs dans l'art, c'est de devenir mécène ou de devenir artiste et de recevoir des dons facilement. Donc le fonctionnement il est très simple, soit vous entrez sur la plateforme en tant que créateur ou en tant que mécène. Si vous entrez sur la plateforme en tant que créateur, donc en tant que jeune artiste, vous allez... alors tout d'abord, il faut savoir que c'est ouvert à tous les types de créateurs, sans distinction de formation ou d'expérience. N'importe qui peut poster son art sur All Mécène et recevoir des dons dessus. C'est une plateforme qui sert aussi aux artistes du coup de portfolio et qui va leur permettre de poster tous les types de contenus. Donc c'est aussi intéressant justement dans le cadre de ce festival parce qu'on a aussi bien des danseurs que des chanteurs, que des personnes qui font du graffiti, etc., des artistes graphiques. Donc All Mécène abrite tous les contenus, aussi bien de la vidéo que du texte, que du son, et abrite aussi des campagnes de crowdfunding, ce qui est très intéressant pour un artiste quand il a besoin de se payer du matériel, d'organiser sa première exposition, toutes ces choses qui sont un peu difficiles à faire en fait quand on débute et qu'on n'est pas forcément très connu ou avec plein de sponsors et plein d'argent dans le porte-monnaie. Et également, All Mécène, ça permet de gagner en visibilité, car comme je le disais, c'est un réseau social, mais d'artistes, donc toutes les œuvres sont postées dessus, et ça permet, en fait, c'est vraiment fait pour encourager la découverte de nouveaux talents. Et autre petit aspect aussi intéressant, mais je vais vous en parler plus en vous parlant du rôle des mécènes sur All Mécène, c'est que vous avez le droit de, en tant qu'artiste, choisir un collaborateur sur votre œuvre. Par exemple, imaginons que vous avez bossé à plusieurs sur un morceau, vous pouvez rajouter des collaborateurs sur votre morceau sur All Mécène, par exemple, et donc les dons vont être partagés équitablement. Tout est fait vraiment pour simplifier cette action qui compte en fait énormément pour un artiste. Donc ensuite, pour vous parler du rôle de mécène, on voulait rendre ça extrêmement simple parce qu'en fait, on se dit que tout le monde est capable de soutenir la création à son niveau et qu'en fait, un don est beaucoup plus important qu'un like pour un artiste. Et aujourd'hui, on fonctionne beaucoup sur le like, alors qu'un don, ne serait-ce que de 10 centimes, 1 euro, 10 euros, à la hauteur que vous voulez, pour un artiste, ça fait une différence et c'est un vrai je soutiens votre travail et j'aime ce que vous faites et j'ai envie que vous continuiez dans votre pratique artistique. Donc on a voulu rendre le mécénat très simple, donc tout le monde peut être mécène en fonction de ses moyens, avec la somme qu'il désire, ça commence à 10 centimes. Et évidemment, chaque mécène peut, comme c'est un réseau social, discuter avec des créateurs, échanger avec eux sur leurs pratiques. Il y a tout un espace chat sur le site qui permet justement d'avoir plus de proximité avec l'artiste. Et il ne faut pas oublier également que du coup, comme nous sommes un réseau dédié à l'art, on fait de l'accompagnement en ligne, mais également hors ligne, dans la vraie vie, parce qu'on n'est pas là juste pour héberger des artistes et les laisser se débrouiller seuls. Le mécénat, et en tout cas notre rôle là-dedans, c'est aussi de pouvoir leur apprendre des choses et les accompagner dans leurs premiers pas. Donc à l'avenir, on va également permettre aux artistes, par exemple, de faire payer l'accès à leurs œuvres individuellement ou sous forme d'abonnement, un peu comme le font des sites comme Patreon. Mais également, nous allons ouvrir très bientôt, d'ici quelques jours d'ailleurs, une agence pour permettre aux artistes d'obtenir des missions auprès de grands acteurs qui contactent le mécène, par exemple une grande marque qui a besoin d'un artiste pour un événement ou je ne sais quoi. Nous, on fait l'intermédiaire, et comme on a déjà pas mal d'artistes sur notre site, on fait l'intermédiaire entre des grandes marques, de grands acteurs, et les artistes, quel que soit leur niveau, qui sont sur notre site. Donc ça, c'est très intéressant parce que c'est un contact beaucoup plus direct et ce sont des opportunités beaucoup plus faciles à obtenir, parce que quand on est artiste, on a un peu du mal à commencer et à se faire connaître et à obtenir des contrats, surtout si on veut pouvoir vivre de son art. Et je pense que quand on est artiste, l'essentiel est de vivre de son art et de ne faire que ça tous les jours. Et également, nous allons bientôt ouvrir un lieu culturel à Paris. Donc
on est en Guadeloupe, mais si jamais il y en a qui se déplacent à Paris, je le dis quand même, on va ouvrir un lieu culturel qui va permettre aussi bien aux artistes et aux acteurs culturels de se former, d'exposer, de performer. On veut en faire un vrai lieu d'échange où la création prime et où l'échange prime. Donc, en fait, on a des valeurs quand même parce que pour nous, l'art, c'est le cœur de cette plateforme. Et donc, on a un vrai respect pour les artistes et pour leurs œuvres. C'est-à-dire que All Mécène va totalement à l'encontre de tous les sites type YouTube, les applications type Spotify ou Instagram, sur lesquels les artistes partagent leur travail, mais où souvent ils sont rémunérés du coup par des revenus publicitaires et des publicités ciblées, quoi. Et donc on a décidé qu'All Mécène serait sans publicité. Qu'All Mécène n'hébergerait que des créations artistiques et uniquement des créations artistiques, donc pas d'autres contenus qui pourraient polluer le fil d'actualité d'All Mécène et la découverte de nouveaux artistes. Et également, on ne collecte pas les données de nos utilisateurs. Et on n'a pas de censure aussi, ce qui fait un avantage incroyable par rapport à la plupart des réseaux sociaux qui sont totalement... pardon ? Pour la nudité, entre autres, pour tout ce qui va être contenu, en tout cas, quand je dis adulte, je parle de nudité, de sang, de politique, de plein de choses, mais qui vont être souvent censurées sur les autres réseaux sociaux. Nous, on accepte ça, parce qu'on pense que l'art, il doit être libre, et que la création, elle doit être libre. Et alors, on préfère parler de liberté d'expression plutôt que d'empêcher la censure, mais voilà. Nous, on est un site sans censure, et tous les contenus qui sont interdits aux plus de 18 ans sont floutés, il faut... voilà. Valider sur le site pour les regarder, mais en tout cas, on est ouvert à ça aussi. Donc, respect des données personnelles, respect de la liberté de création et surtout un accès gratuit au contenu du site. C'est-à-dire que, pas la peine, comme sur Spotify, on ne peut pas écouter 3 chansons sans avoir une pub si on n'a pas l'abonnement. Tout le site est entièrement gratuit et sans être pollué de pubs partout. Et ça, quand même, c'est une vraie liberté aujourd'hui dans nos réseaux sociaux. Donc, alors pourquoi nous, chez All Mécène, on croit tant aux dons et au mécénat ? Parce que souvent on peut se dire que 10 centimes c'est pas grand chose et que est-ce que ça va vraiment aider l'artiste que de lui faire 10 centimes sur son œuvre ? Et ben quand même ça compte en fait. Parce que ça permet en fait de redonner la main aux artistes et à leur public qui est parfois de niche sur l'avenir de l'art et de la culture. Ça va permettre aussi de miser plus sur le qualitatif que le quantitatif. Ça va permettre également de proposer à vous comme à moi de s'engager dans l'art. Et ce qui est un geste, en fait un engagement, que ce soit un micro-don ou acheter une œuvre, c'est un engagement quand même. Et c'est quand même dire à un artiste qu'on le soutient et qu'on a envie qu'il continue son travail. Et ça, c'est quand même très important. Et du coup, pour conclure, avec quelques derniers mots, nous, ce qu'on veut à l'avenir, c'est vraiment favoriser le développement et surtout favoriser une espèce en fait, de contre-culture très indépendante autour de l'art. Et surtout, aider les artistes à se professionnaliser par la suite et leur donner ces premières clés pour aller plus loin à l'avenir et s'épanouir dans leur art et être moins en difficulté. Donc voilà, je vous invite tous, que vous soyez artiste ou amateur d'art ou curieux tout simplement, à vous inscrire sur la plateforme. C'est très simple, ça va très vite, vous pouvez vous inscrire avec Facebook, c'est ultra rapide. Et si vous êtes artiste, postez votre art et à encourager votre communauté à vous faire des dons par exemple et à vous soutenir. Et si vous voulez devenir mécène d'un artiste, justement, allez découvrir les artistes présents sur la plateforme, éventuellement leur faire un petit don si vous voulez, échanger avec eux, en apprendre plus sur leur pratique. Enfin voilà, c'est un très bel espace de lien entre l'artiste, le spectateur, le public. Voilà. Une question pour toi. Sur la plateforme, est-ce que les artistes sont classés en fonction de, je sais pas, leur genre, leur style ou leur région? Enfin, est-ce qu'il y a des critères pour classer tout ça? Parce que j'imagine qu'il y a des artistes de divers styles et de divers endroits, donc si tu pouvais nous expliquer. Est-ce que tu pourrais expliquer sur découvrir les artistes tout en haut, comme
Oui, justement, sur la plateforme, les artistes, en fait, on classe les œuvres surtout en fonction du médium utilisé, donc si ça va être du son, de l'image, du texte, ou même du code, ça peut être tout ça, mais pour l'instant, c'est la manière d'organiser. Après, on est en train de retravailler sur le site pour arriver sur des recherches beaucoup plus personnalisées, mais sinon, si on connaît le pseudo ou quoi de l'artiste, on peut faire une recherche directe dans la barre de recherche du site. Merci. Mais en fait, on a voulu présenter tout le stream ainsi avec tous les artistes, justement pour pas faire de différence entre le plus populaire, celui qui débute, celui qui fait plutôt de la musique et ça marche mieux. On voulait les mettre tous au même pied d'égalité pour que la découverte soit la même en fait pour tout le monde et que tout le monde ait ses chances de recevoir un don. Merci. Est-ce que quelqu'un a une question? Est-ce que vous voulez? Oui. Je voulais savoir comment vous intéressez vraiment les mécènes, parce que je ne dis pas que c'est fouillis, mais bon, quand tout le monde est un peu au même niveau, c'est un peu compliqué, même au niveau des sommes. C'est-à-dire que je peux avoir un gros projet à financer, je vais être perdu dans le tout, quoi. Comment vous intéressez? Alors dans ce cas justement, pour nous, pour les mécènes, le but c'était de leur permettre de découvrir des artistes, mais si jamais on peut aussi en fait classer les œuvres en fonction des crowdfunding ou du type de contenu. Si vous êtes mécène et que vous avez particulièrement envie de donner pour un crowdfunding, par exemple, vous allez pouvoir tous les trouver facilement au même endroit. Et sinon, on est classé par ordre chronologique. Et s'il y a un artiste qui a particulièrement besoin de se mettre en avant, nous, on fait plusieurs choses sur nos réseaux sociaux. Déjà, c'est que chaque campagne de crowdfunding, on l'accompagne en la relayant sur nos réseaux, parce que souvent, c'est sur des temps très limités, donc il faut faire beaucoup de retours dessus. Et également, une fois par semaine, sur nos réseaux, on va mettre en avant un de nos artistes coup de cœur. Donc une fois par semaine, à ce rythme-là, en fait, on met assez souvent nos artistes en avant de manière différente, sur plein de médiums différents. Et les artistes, si eux ont une certaine urgence, par exemple, pour financer un crowdfunding en dernière minute, ils peuvent nous faire une demande. Enfin, on est un réseau qui est très proche de ces artistes, donc on saura relayer s'il le faut. On a aussi un blog qui est consulté, donc il suffit de demander aussi. Voilà. Et du coup, est-ce qu'il y a un accompagnement après des mécènes? Par exemple, quelqu'un qui va faire un gros achat, ce qu'elle parlait tout à l'heure, Jocelyne, l'accompagnement pour les fiscalisations des particuliers, est-ce que vous faites ce travail-là? On n'en est pas encore là. Pour l'instant, on est vraiment juste sur du mécénat numérique. Par contre, on organise des expositions et à ce moment-là, il y a des œuvres qui peuvent être achetées. Mais alors ça, c'est moins ma partie parce que je suis plutôt community manager sur les réseaux sociaux. Mais en tout cas, quand une œuvre est achetée, je pense que ça fonctionne à peu près de la même manière, vu que c'est lors d'une exposition, et je pense qu'à ce moment-là, il faut voir avec l'artiste aussi qui vend son œuvre. Moi, je suis agent artistique. Un artiste est paumé comme n'importe qui dans ce genre d'action. Après, c'était pour savoir s'il y avait moyen de développer, intéresser vraiment des mécénats importants. Tu parlais d'une marque qui va s'intéresser au site. Alors, pour cette agence où on met en lien les artistes. J'apprécie beaucoup justement le concept et j'avais une question que plutôt un cas d'école en fait. Dans le cas où il y aurait un artiste, un chanteur, peu importe le style de musique, qui voudrait justement faire connaître un projet qu'il a fait, où il a justement investi, ça pourrait être une EP, ça pourrait être une mixtape ou même un album, et qui voudrait justement recevoir des fonds pour couvrir les coûts justement qu'il a dépensés justement pour ce projet-là. Et il voudrait justement éviter d'aller sur Apple Music, Spotify ou sur Deezer. Comment ça se passerait pour lui sur All Mécène, s'il voulait justement juste couvrir les coûts de son projet ou au pire des cas être rentable? Alors, c'est-à-dire, parce qu'il y a deux questions là un peu. Premièrement, s'il veut couvrir les coûts de son projet, il peut faire un crowdfunding et nous, on peut l'accompagner dedans pour voir à quelle hauteur il faut l'accompagner et comment on peut communiquer ça avec les mécènes et notre public. Et s'il veut passer, s'il ne veut pas forcément passer par les plateformes habituelles d'écoute de musique, nous, on héberge... on peut héberger, comme toutes les autres plateformes de musique, des titres et des albums ou des EP.
est-ce qu'à ce moment-là, justement, les visiteurs qui viendraient sur le site seraient obligés de payer le coût de l'ensemble du projet ou l'ensemble du projet serait justement gratuit et exclusif pour eux? Je ne sais pas comment ça se passe. Alors justement là on travaille dessus car on est en train de repenser un peu le site. On a envie de faire une partie du site qui serait accessible un peu comme Patreon par exemple, contre une rémunération, on aurait droit à certaines œuvres. Voilà. Donc par exemple dans le cas d'un album, ça pourrait être intéressant, mais le but n'est pas forcément d'acheter de la musique sur All Mecène par exemple. Merci. Alors, Sonia, est-ce que tu pourrais donner tes coordonnées pour les gens qui veulent te contacter? Alors, si vous voulez me contacter, en fait, les coordonnées sont sur le petit flyer que je vous ai donné tout en bas. Il est écrit contact@allmecène et c'est mon adresse pour cette plateforme. Voilà. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions ou quoi, je me ferai un plaisir d'y répondre. Voilà. Merci. Et vous pouvez aussi me contacter du coup sur tous les réseaux sociaux d'All Mecène, sur Instagram, sur Facebook. C'est All Mecène partout, tout collé. Et là aussi, c'est moi qui les gère, donc n'hésitez pas à me contacter dessus. Voilà. Merci. Alors, on va passer à la deuxième partie de la journée avec les Gamal qui vont nous faire une conférence dansée. J'appelle aussi M. Samigel et Papillon. Ah. Et bonsoir. Alors, comme vous le savez, l'événement Free Pop Project repose sur la rencontre de plusieurs disciplines artistiques qui sont liées au hip-hop, à savoir la musique, la danse, il y aura aussi du graphe, etc. Et la partie danse, c'est la GIC qui a donc mis en place une partie de danse avec 5 ateliers qui sont répartis dans toute la Guadeloupe actuellement et qui ont commencé dès lundi, que ce soit à Basse-Terre, à Petit Canal, à Jarry, à Saint-François et à Pointe-à-Pitre, au Centre culturel Sonis pour la danse dancehall. Et donc c'était la première partie de cette action. La deuxième partie a consisté dans l'invitation du groupe Les Gamal, qui sont un duo de jeunes Guadeloupéens qui ont le mérite d'avoir franchi plusieurs étapes dans leur carrière et de participer à de très grandes conférences internationales, enfin des conférences, des battles, qui ont gagné une vingtaine de concours. Donc pour nous, c'est vraiment un grand exemple parce que c'est des jeunes qui viennent d'ici et qui ont fait leur chemin à travers leur danse, par leur travail et par leur ténacité. Donc on voulait absolument les remercier, en même temps les voir à l'œuvre. Donc pour ça, on a monté plusieurs opérations. Donc la première, c'est cet après-midi où ils vont vous proposer un petit peu un tour de la danse hip-hop à travers une conférence dansée, c'est-à-dire qu'ils vont montrer des différents pas, ils vont expliquer un petit peu ce que c'est que la danse, comment ils la voient en tout cas de leur côté. Ensuite, vendredi, ils donneront un masterclass au Moule à 9h. Il faut savoir que le masterclass, il est destiné aux danseurs intermédiaires et avancés, alors que les ateliers qu'on a fait depuis le début de la semaine, c'est pour les débutants, c'est ouvert à tout le monde à partir de 8 ans. Donc, tous ceux qui sont intéressés, il faudrait se rapprocher de nous pour s'inscrire dans ce masterclass. Le soir, les Gamal produiront un show aussi au Moule, puisque la ville du Moule est partenaire avec notre opération, il faut le savoir. C'est une très bonne chose. De même que Pointe-à-Pitre est partenaire aujourd'hui, on a aussi le soutien de la ville du Moule. Ensuite, samedi 6, il y aura une grande après-midi du projet de l'AGI qui s'appelle donc Guadeloupe Urban Style, qui présentera donc la restitution des 5 ateliers avec des shows. Il y aura aussi des battles de danse, hip-hop et dancehall. Et il y aura en finale un spectacle des 10 Gamal qui vont nous proposer le meilleur de ce qu'ils font. Donc on est vraiment très très contents de les accueillir, je tenais à le dire, et qui nous transmettent un petit peu ce qu'ils savent faire et qui nous le montrent. Donc ceci dit, je vais passer donc la parole à Samy qui va vous expliquer mieux quel est ce groupe. Avant de terminer, je conclurai sur le fait que nous sommes quand même très contents de ce projet Free Pop Project, puisque c'est un projet qui réunit tout le monde. Et c'est vraiment la preuve qu'on est unis, on peut faire des belles choses, et qu'on a intérêt à s'associer pour faire des choses, et non pas à faire les choses chacun de son côté. Donc c'est un bon exemple, une belle réussite, et moi je suis très satisfait de travailler dans ce projet. Voilà. Voilà, c'est très heureux d'être ici. En tout cas, c'est un petit peu dans l'esprit des garçons.
Donc je me présente, Samy Gène, je suis le manager du duo, mais aussi leur père. Et on m'entend? Non? Ça va? Voilà. Donc je ne serai pas très long parce que simplement, je veux simplement vous avertir que ce soir, vous allez écouter, beaucoup écouter, mais pas que. Puisque la conférence sera une conférence dansée, d'accord? Et le hip-hop se veut donc partageur, se veut interactif. Je ne dirai pas plus. Ce que je propose, c'est qu'on passe tout simplement direct au plat de résistance. Donc, let's go! accessoires, les patrons nous aiment tellement les noirs, qu'ils sont des feux d'oubli, un tas contre bord noir. Et si j'étais un peintre blanc, je serais un noir. Quand je dis ça, faut bien savoir que je fais de l'humour noir. Je peux être dans ton assiette, la bonne forêt noire, avec le supplément chantilly, chocolat noir. Oh, c'est ton polo blanc, un accessoire. Tu te souviendras de moi quand je suis la tache noire. Quand tu vois mes yeux normal que mon regard soit noir, parce qu'on est catalogué serré dans notre noir. Je te veux en noir.
super, vraiment magnifique. Je vous appelle les gars, ouais. Si vous allez vous dire des mots. Ok, déjà, bonsoir à tout le monde. Déjà, on a parlé de conférences dansées. Donc forcément, il y aura de la danse, mais pas que le visuel, c'est un mouvement. Donc déjà, je vous demandez tous de vous rapprocher, parce que j'aime pas voir les gens dispatchés, on va dire. Rapprochez-vous encore dans votre scène là. Juste là, t'es déjà quand même. Et restez debout. Donc ceux qui sont déjà bien, levez-vous, allez. On va mettre une petite ambiance. On va s'amuser un peu. Bon ben DJ, tu me mets un son pas. Ah, il n'y a pas d'étirement. Là, c'est quand tu vas en boîte, tu t'étires pas avant, non? Ah bon? Est-ce qu'on peut monter le son pour avoir un peu plus d'ambiance, s'il vous plaît? Chauffez un peu la salle. Ok, on clap. Hey. Ah. On va kiffer là. Ok. Rapprochez-vous. La tête, tu laisses dans le pas, les steaks. Hey. Faut maternel. Allez, c'est fini, allez, tout le monde debout. Donc, voilà, on se présente. Amric, Loïc, les Gamal. Voilà, c'est nous, physiquement, que vous voyez maintenant. Là, c'est en vidéo, maintenant, c'est en chair et en danse. Voilà. On a à côté JP, le grand frère, celui qui nous a un peu soutenu et accompagné depuis le début. Et du début, avant lui, il y a eu ce jeune homme. Ce jeune homme. Ça jonction. Voilà. Et ma mère qui n'est pas là. Donc c'est mon père, James Samy, voilà, qui nous a beaucoup accompagnés et donné beaucoup d'amour et inculqué les valeurs qu'il fallait pour qu'on se retrouve là maintenant devant vous. Voilà. Donc on peut applaudir ce jeune homme. Voilà, parce que c'est vrai que ces deux éléments nous ont vraiment apporté énormément. On est énormément reconnaissants. Il y a aussi Yves Vinod, il y a aussi Gandalf le noir, voilà. Voilà, il y a beaucoup de personnes qui nous ont accompagnés dans notre carrière. Et voilà, on peut big up, voilà. Donc, bonsoir mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien. Donc moi c'est JP de mon nom civil, mais Papillon de mon nom d'artiste. Depuis maintenant 15 ans j'ai pris ce nom, mais moi ça fait 29 ans que je suis dans le milieu de la culture hip-hop à travers la danse. Donc l'idée de la journée c'est effectivement présenter la culture hip-hop
et aussi présenter tout le parcours, tout le travail qui a été fait par le jeune compatriote Legamal, et il va nous expliquer un petit peu comment ils sont arrivés jusqu'à là et tous les embûches qu'ils ont dû aussi passer pour déjà arriver, parce que le parcours est encore loin d'être fini, donc, mais déjà arrivé jusqu'à là par rapport à tout ce que vous avez vu sur les vidéos. Donc l'idée de la petite ambiance tout au début, c'était déjà de expliquer simplement que c'était une culture, et surtout c'était pas une histoire de mode et de jeunesse ou de plus jeune, plus vieux, etc. C'est de la danse. À partir de là, celui qui veut bouger, il bouge. Chacun va bouger à sa façon, à son rythme et à la force de ce qu'il a. Mais voilà, on développe des activités qui sont aussi bien pour les enfants, les ados et les adultes. Tout dépend de ce qui se passe ici. Voilà, tu veux danser, toi tu bouges. Il faut dire ce qu'il y a, on est quand même un peuple. Nous avons cette fibre et il n'y a pas une histoire d'âge. Donc c'est vrai que c'est pour ça aussi que le hip-hop a trouvé un certain chemin chez nous, dans les Caraïbes et en Guadeloupe. Parce que nous avons le petit truc en plus et à partir de là, il suffit de trouver. C'est sûr et certain que si tu demandes à une personne d'un certain âge de tourner sur la tête, tu diras, mon enfant, je ne t'aime pas, mais là j'ai plus la même force, n'est-ce pas? Mais c'est aussi la force du hip-hop parce qu'il y a différentes façons de danser. Ceux qui pratiquent au sol, ceux qui pratiquent debout. Donc tout le monde trouve sa façon de bouger au niveau de la danse. Et aussi, s'il n'arrive pas à danser, il a les autres moyens d'expression. Donc voilà, en tout cas, moi j'espère que ce moment, vous allez pouvoir mieux comprendre un certain nombre de choses sur cette culture et aussi les points importants et nécessaires qu'on veut avancer et aller jusqu'au bout de ce qu'on aime et ce qu'on veut. Parce qu'à un moment donné, rien n'est arrivé comme ça sur un plateau d'argent et vas-y, serre-toi et merci, on y va. Il faut aussi avoir une détermination dès le point de départ. Voilà. Oui, juste, j'ai le sentiment d'être chez moi ici. Vous savez pourquoi? Non, je vais vous dire pourquoi très rapidement. Juste à côté, la grande rue qui passe, qui jouxte ce bâtiment, vous connaissez le nom ou pas? C'est la rue Œvremont-Gênes. Œvremont, c'était mon grand-père, paternel. Et ces jeunes hommes ne sont pas les frères Gamal, ce sont les frères Gênes. Sauf que leur nom d'artiste, c'est Legamal. Et vous allez savoir pourquoi ils s'appellent Legamal. D'accord? Donc leur nom, c'est Gênes, comme moi je suis Gênes. Et c'est vrai qu'il y a 3 semaines de cela, j'étais ici, puisqu'on a monté un comité pour s'assurer et pour vérifier pourquoi mon grand-père est mort, mais je ne rentrerai pas dans les détails. Et j'ai l'impression que c'est un petit clin du destin, un petit clin d'œil du destin qui fait qu'on se retrouve encore ici. Il y a 3 semaines, j'étais pour mon grand-père, cette fois, je suis ici pour mes enfants. Ça montre quelque part que la vie est un cycle. Donc vous allez découvrir effectivement pourquoi ils ont choisi, j'allais dire, de vivre cet art, pourquoi cet art, pourquoi devenir artiste, d'accord? Et quelles valeurs qu'ils veulent transmettre, qu'est-ce qui les nourrit quotidiennement, quelles sont leurs peurs, quelles sont leurs forces, quelles sont leurs faiblesses. Vous allez découvrir beaucoup de choses ce soir, vraiment, et plus que vous l'imaginez, parce qu'ils ne sont peut-être pas au courant. Ce ne sera pas pour fêter votre anniversaire, ça sera trop tôt. D'accord? Voilà. Donc on va laisser place à ce qu'ils vont nous présenter. On va parler du hip-hop, globalement. On va aussi parler de leur parcours. Je vois qu'il y a des jeunes dans la salle, et ça va beaucoup aider les jeunes dans la salle, parce que ce qu'ils ont développé sont des choses qui sont tout à fait transposables, quelle que soit l'activité qu'on souhaiterait donc mener à terme et réussir. Voilà. Donc soyez attentifs, mais soyez aussi vigoureux, parce qu'apparemment, ils ne veulent pas seulement que vous écoutiez, il me semble. Ils le sont déjà, je vois le sang. Bon, là, on va justement vous présenter les styles de danse qui ont nourri notre style de danse, voilà, dans la culture. Et du coup, on va passer par, il y a plusieurs disciplines, on va passer par le pop. Et JP Gusto va nous montrer c'est quoi le pop. JP, moi c'est quoi le pop. Juste à l'instant. Alors, juste avant de commencer à parler de notre discipline, je voudrais juste donner deux mots. Alors moi, je ne suis pas historien du hip-hop, hein, voilà. Mais il est important de préciser qu'est-ce que compose cette culture. Ok?
Donc, on parle de culture, ça veut dire quoi? C'est un certain nombre de moyens d'expression, et notamment, là aujourd'hui, nous représentons la danse, qui fait 1 parmi 5, et encore 4 autres moyens d'expression. Il y a la danse, le graphe, le DJing, le beatbox et le rap. Ça veut dire qu'en français, autrement dit, tu ne te sens pas à l'aise pour pouvoir bouger ton corps, peut-être que tu te sens plus à l'aise pour écrire, parler et dire des choses à travers le chant. Tu ne te sens pas à l'aise, tu peux peut-être travailler autour de dessin, et ainsi de suite. C'est vraiment ça que cette culture est devenue aujourd'hui, une culture internationale et universelle. Et c'est aussi pour ça que depuis des années, j'essaie de créer des ponts entre le hip-hop et le gros-ka, parce que c'est les deux cultures que, une c'est naturel, j'ai grandi avec, et l'autre c'est une culture qui pour moi nous permet d'être encore plus à l'ouverture de ce qui se fait dans le monde. Parce que quand je vous dis que le hip-hop est international, c'est vraiment dans n'importe quelle ville du monde, on va vous parler de hip-hop. Dans quelle ville vous allez pouvoir trouver soit un rappeur, soit un graffeur, soit un DJ, soit un danseur, quelqu'un qui parle de cette culture. Et pour moi, c'était une façon comme une autre de dire, à travers cette culture, on est déjà ouvert. Et parce que je dis ça, parce que sur d'autres contextes, on a tendance à se dire qu'il faut obligatoirement sortir de l'île pour connaître un certain nombre de choses. Déjà, si tu prends le temps de te cultiver sur qui tu es en tant que Guadeloupéen et sur d'autres cultures qui, eux, ont déjà une perspective internationale, déjà, tu apprends énormément de choses. Et la deuxième chose, c'est qu'il est important d'avoir, nous, confiance en nous. Okay? Donc, cette culture, elle est là aussi pour aider à se dépasser. C'est le mot d'ordre, le dépassement de soi. Aujourd'hui, les battles qui existent dans cette culture, c'est pas juste pour, c'est pas la loi du plus fort ou du plus grand, c'est pour se confronter et pouvoir soi-même savoir où est-ce que tu en es par rapport à ton niveau, où est-ce que tu en es par rapport à ta personne, par rapport à l'autre. C'est au même titre que d'aller jouer un match de foot. Le but, c'est pas forcément d'être le champion du monde, mais c'est de jouer, se confronter, se donner jusqu'au bout. Donc d'ailleurs, c'est une des raisons peut-être pour lesquelles on essaie de faire un petit parallèle avec les JO, qui n'a pas lieu d'être. Bon, ça c'est ouverture, fermeture. Donc c'est une activité physique, mais c'est pas du sport. Donc c'est pas pareil. Donc à partir de ce moment-là, le hip-hop c'est vraiment un état d'esprit. Ça veut dire que tu peux être hip-hop sans pratiquer aucune discipline artistique. Parce que c'est d'abord un état d'esprit. Et après, tu t'exprimes à travers. Mais faut faire attention à ce petit détail. Et autre chose, c'est positif. Donc ça veut dire que lorsqu'on parle de rap, on parle de DJ, on parle de danse et tous les moyens d'expression, et qu'à travers ces disciplines, vous ne ressentez pas, vous-même en tant que public novice, maintenant à partir d'aujourd'hui que vous venez d'être cultivé par cette information, c'est que l'acteur en lui-même s'est perdu. Il faut que vous puissiez avoir cette notion, cette possibilité de... Le hip-hop n'a jamais été facteur de porter des choses négatives. C'est la positivité. Maintenant, je vais vous faire rapidement pour finir l'histoire, on dirait, il y a un petit livre qui s'appelle l'histoire pour les imbéciles en gros, et qui t'explique en 2 minutes des choses. Donc aujourd'hui, moi, encore une fois, je ne suis pas historien, donc je vais prendre mon image que je prends pour mes élèves, de tout petit jusqu'à 55 ans. Le hip-hop, c'est quoi? C'est une machine. Une machine. On était courant des années 70 et il y avait des tueries entre gangs, etc. Et à un moment donné, il y a des personnes de ce ghetto qui se sont dit stop la violence. Qu'est-ce qu'on peut faire pour arrêter cette violence? Au lieu de se taper, se mettre des coups de couteau, pourquoi pas utiliser un autre moyen d'expression? C'est à partir de là qu'ils ont construit ce qu'on appelle la machine du hip-hop. Voilà, dedans, ils ont mis tout ce qu'il fallait. Voilà, ils ont saupoudré avec le Peace, Love, Unity, Having Fun. Ensuite, il a dit, bon, toi, tu sais quoi, tu vas passer dans la machine. Il est passé dans la machine. Là, sur ce côté-là, il a envie de mettre un coup de couteau, il est passé dans la machine. Maintenant, il était toujours énervé, sauf qu'il n'avait plus envie de tuer quelqu'un, mais il a envie de se confronter avec un art qu'il avait trouvé intéressant dans la machine. En l'occurrence, par exemple, le rap. Là, il a pris son micro, il a commencé à dire tout ce qu'il avait à dire dans le micro. Et là, c'est devenu une démarche positive. Mais il a quand même dégagé tout ce qu'il avait à l'intérieur de lui, mais de façon positive. Il faut comprendre que l'hip-hop, c'est juste ça.
Il y en a qui vont te raconter une vie, une science infuse des choses. Le hip-hop, à la base, ça t'aide à canaliser un certain nombre de choses. Au même titre, bien sûr, que le sport, que les arts martiaux, que d'autres. Sauf que nous avons cette richesse de pouvoir le faire de différentes façons. Et ça, il faut le comprendre dès maintenant. Il faut le comprendre pour pouvoir vous-même en parler et le défendre. C'est pas inviter un voyou, c'est pas inviter un jeune qui a tout sur la tête, c'est pas que ça. C'est tout un ensemble de choses et tout un état d'esprit. Donc j'insiste vraiment dessus parce que très souvent on a tendance à faire des raccourcis qui n'ont pas lieu d'être. Okay? Juste aujourd'hui, en 2019, il y a possibilité de comprendre et de connaître cette culture très rapidement en tapant sur internet, culture hip-hop. Même si tout n'est pas exact au millimètre près, le plus gros, vous le reconnaissez quand même. C'est une culture positive. C'est super important. C'est pas parce que la personne est en pantalon large ou même qui dit que je ne fais pas des faits, je sais pas quoi, que ça veut dire que c'est une mauvaise personne. Ok, donc il faut faire attention à l'apparence. Donc je voulais quand même préciser ça avant de nous rentrer dans notre discipline qui est la danse et vous montrer justement, il y a 5 moyens d'expression, mais en danse hip-hop, il y a 5 façons de danser le hip-hop. Parce que très souvent, on a tendance à croire que c'est que la pratique au sol qui s'appelle le breakdance. Il y a différents styles, il y en a 5 exactement, dont 4 debout et 1 au sol. Mais vu que c'était celui qui était le plus spectaculaire, etc., malheureusement, de par les médias, j'ai envie de dire, parce que limite, nous, ça, on est fiers, hein, ça fait partie du hip-hop, mais c'est ce style qui a été plus mis en avant et ce qui fait qu'on a, pour ceux qui ne connaissent pas beaucoup, pensent que le hip-hop c'est que ça. Et donc en général, quand ils veulent venir pratiquer, ils se disent « Ah non, moi j'ai pas envie de faire des acrobaties, faire des nanas », alors qu'il n'y a pas que ça. C'est un parmi d'autres. Voilà. Merci beaucoup. Donc on va commencer par... C'était quoi le style okay. Le popping qui en France est aussi appelé le smurf. Un peu plus de son, un peu plus de son. Là, on n'a pas vu avec vous là. La popée. Popée. Contraction des muscles. Attention, attention. Vous allez voir les coups magiques. Donc là, je pense que vous avez au moins un peu tout. Il y a énormément de techniques au niveau du pop. Il y a le pop basique, vas-y montre. Contraction des muscles. Il y a la vague, smurf.